Prochain arrêt, Binge Audio. Bonjour Douglas. Bonjour Douglas. Oui, bonjour. Oui, bonjour Douglas. C'est Anton Stolper, le journaliste qui vous a contacté sur Twitter, qui travaille sur les nonnes et sur Ronnie Crabbe. Ouais. Comment allez-vous ? Lui, c'est Douglas de Kornick, journaliste d'investigation et co-auteur avec Ronnie Crabbe du livre Le Trésor des pauvres clercs. J'ai enfin réussi à le joindre et on a échangé quelques messages. Dans l'un d'entre eux, il me confirme que Ronnie Crabbe est toujours vivant, qu'il est aujourd'hui à Bruxelles. Mais par contre, il m'a aussi dit qu'il était en train de négocier un contrat de vente avec une société à Hollywood et qu'il ne préférait donc pas donner d'interview pour l'instant. Mais Ronnie, je comprends sa position. Lui, ça lui a coûté 3 mois et demi de prison. Ça lui a coûté du fait qu'il était hyper médiatisé. Moi, je traite souvent des trucs sur des gens qui ont été condamnés à tort ou qui ont passé des mois en prison à tort. C'est une blessure pour la vie. C'est mon expérience. Et il faut respecter le fait que les gens vivent avec cette blessure et il veut être récompensé d'une manière à l'autre. Tout le monde le décrivait comme un fraudeur. D'accord. Et donc, mon motivation à l'époque, c'est d'aller le plus loin possible dans les recherches et de montrer que c'est le fraudeur ici, c'est pas Ronnie, c'est l'église à Bruges. Quelques jours après cet appel, je suis allé à Bruxelles pour rencontrer Douglas. Je l'ai retrouvé dans son appartement où il a ressorti toutes ses archives de l'époque. Il est assez grand et il s'est allumé une cigarette au début de l'entretien en m'expliquant que c'était sa résolution de la nouvelle année, commencer à fumer. Il m'a raconté que Ronnie avait écrit à l'époque un premier jet du livre, mais qui n'était pas publiable, et que Douglas était arrivé pour tisser une histoire et rajouter ses propres recherches. Il m'a d'ailleurs prêté une copie du livre, même s'il était en néerlandais. Je suis Douglas de Kornick, je suis journaliste de Morgen depuis fin des années 80. À cette époque-là, je faisais un peu de tout. Tout ça a commencé comme un truc journalier. Il y a cette affaire des sœurs à Bruges. Va à Bruges, fais un reportage. Puis je suis allé commencer à suivre cette affaire jusqu'au moment, moment-là, les sœurs avaient quitté la Belgique. Ils s'étaient installés à Auch, à Pessan, près de Auch. Dans leur château, Ronnie Crabbe, il était en prison depuis quand même quelques semaines. À un certain moment, on apprend qu'il va être libéré. Avant ça, moi, j'étais déjà allé à Auch, à Pessan, en essayant d'avoir un contact avec les sœurs. Et j'étais, je pense, un des rares qui pouvait leur parler. Je pouvais parler à sœur Joséphine. Elle est d'origine de la même région que moi, donc on parle un peu le même dialecte, ça facilitait les choses. Et dès ce moment-là, j'avais quand même l'idée, parce que l'affaire nous a été présentée comme le travail diabolique d'un escroc qui avait manipulé ses sœurs pour vendre leur cloître et s'installer en France. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment c'était clair que c'était le choix que les sœurs eux-mêmes avaient fait. Dans le bref discours que j'avais, ils ont vraiment insisté sur le fait que c'était leur choix. Les pauvres clercs, c'est très difficile à expliquer, mais la pauvreté est vraiment le truc le plus principal dans leur vie. Ils se libèrent de tout ce qui est matériel. Ils vivent dans une pauvreté totale. Ils passent leurs jours à prier pour nous tous. Et ils s'enferment dans une cellule, mais littéralement dans une cellule comme en prison, sans chauffage, sans des trucs sanitaires les plus élémentaires. Ils vivent vraiment comme quelqu'un qui a été condamné à vie dans les Moyen-Âge. Et soudain, à la fin des années 60, début des années 70, il y avait des nouveaux consignes de l'Église. On va changer tout ça. À partir de maintenant, vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez parler avec qui vous voulez. À un certain moment, ils ont compris que leur vie est un gâchis. La vie de tous les autres qui ont disparu, pourquoi ils ont souffert alors? Donc ça, c'est les sœurs avant qu'elles rencontrent Ronnie Crabbe. Ouais.
Et les rencontres au Ronnie Crab en quelle année? Ça doit être 1986, 87. Ok. Non, plutôt 85, disons. Je crois que j'ai lu 85. Mhm. Et c'est quoi le contexte de la rencontre entre les nonnes et Ronnie Crab? Au début, Ronnie, c'est un enfant de l'église belge. Il a toujours vécu, la plupart de sa jeunesse, il a vécu dans des couvents chez des sœurs. Il connaissait le monde très bien. Il avait un diplôme assistant social. À un certain moment, il avait un resto avec son copain. Le resto a fait faillite. Il est allé travailler pour l'église, si je me rappelle bien. Et c'est vraiment l'évêque, je ne dirais pas l'évêque lui-même, mais l'entourage de l'évêque. Parce que la problématique des couvents en train de terminer leur existence, ça séparait. Il y avait un millier de couvents à cette époque-là encore en Flandre, avec tous des vieilles dames comme elle. Et la solution en général, c'est que les hiérarchies de l'Église dispersaient ces femmes. Sauf que les nonnes, ça faisait 40 ans qu'elles vivaient ensemble et elles ne voulaient pas ça. Non, absolument, ils ne voulaient pas ça. Ils avaient en 79 déjà, donc 6 ans après l'arrivée de Ronnie. Parce que cette bataille d'indépendance a commencé beaucoup plus tôt. Et on peut le retrouver dans les annales de moniteurs belges. Il y avait du dénomination dans les conseils d'administration qui prouvent bien que leur stratégie est s'opposer à la politique de... Beaucoup de gens ont rigolé avec les voitures, avec les oiseaux, avec les chevaux. Ça a commencé beaucoup plus tôt. Et c'était pas uniquement à Bruges qu'ils menaient une sorte de double vie. Ils faisaient beaucoup de voyages. Et là, ils avaient vraiment besoin d'un chauffeur. Et quand Ronnie est arrivé, très vite, il a compris quelle est la situation des sœurs, parce qu'il connaissait comment ça se passait dans les autres couvents. Et très vite, il a décidé de s'installer chez eux et d'être à leur côté pour les aider. Ils ont acheté un Mercedes limousine avec des rideaux à l'intérieur. Les rideaux, ça servait pour quitter Bruges. Et dès qu'ils étaient sur l'autoroute, les rideaux étaient ouverts. Je dois vous dire, plus tard dans l'histoire, quand j'ai visité les sœurs, j'ai discuté avec sœur Joséphine, elle parlait de l'argent. Elle parlait que de l'argent. Et je sentais très bien une sorte de compensation. On nous a volé notre vie, on nous a manipulés. Maintenant, on va profiter de la vie, dans ce qui nous reste. Ils faisaient des sorties à Paris, à Knokke, et toujours les bonnes adresses. Ronnie dit qu'il les a conduits au Moulin Rouge à un certain moment. C'est un samedi matin, très tôt, je pense, 6 ou 7 heures dans la matinée, il sonne comme ça, devant ma porte. J'habitais à Scarbeck avec ma copine. Ouais, je vais à Pessan. Tu veux m'accompagner? Je sais, il me disait, je sais que tu m'as pas toujours cru dans ce que je t'ai raconté. Je te propose qu'on va à Pessan maintenant. J'ai une voiture, je n'ai pas de sous pour le diesel et pour le péage français. Et j'ai dit, c'est bon, j'ai appelé mon chef, c'était réglé tout de suite, bien entendu. Ma copine de l'époque était une photographe amateur, elle nous a accompagnés, elle a fait... je sais, à cette époque-là, c'était avec des rouleaux de photos noir et blanc. Et quand vous arrivez du coup au couvent, quand Ronnie rencontre les sœurs, qui se disent bonjour, comment se passe cette rencontre? Je me rappelle très bien, il gare sa voiture, paf, devant la porte. Il y a une des sœurs qui sort, je pense que c'était Sarolta, la hongroise, qui vraiment a un sourire comme c'est le maire qui revoit ou plutôt la grand-mère qui revoit son petit-fils qu'elle n'a plus vu depuis des années. Soudain, il y avait sœur Joséphine qui apparaît et qu'elle disait on peut pas t'accueillir en fait parce que le juge d'instruction nous a interdit et si on t'accueille, il ne va plus nous envoyer de l'argent. C'est quand même l'argent. Mais finalement, ils sont entrés, on a
Ils ont discuté l'affaire. Moi, je sentais très bien une très forte amour entre lui, amour comme on peut aimer quelqu'un, mais avec le sœur Sarolta, c'était. Moi, j'avais très 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 vite une idée de. C'est ma grand-mère. Elle était vraiment si gentille, rigolo, en fait, vraiment une personne très très chaude. Et il y avait pas uniquement elle, il y a Coletta aussi. Il y avait beaucoup d'humour entre ces femmes. Ils faisaient des blagues sur l'évêque tout le temps. Dans les heures que j'ai passées avec eux, je pouvais très bien comprendre comment ça a fonctionné entre Ronnie et eux. Mais décrire les sœurs comme des nonnes naïfs et pauvres, là, ça, je pense que je suis un des seuls journalistes qui a pu parler avec eux. C'est pas vrai, c'était des gens qui savaient très bien ce qu'elles voulaient. En fait, c'est une histoire d'émancipation des nonnes, de l'opportunisme de Ronnie. Je suis pas convaincu. Il y a un petit degré d'opportunisme, mais quand je me rappelle des discussions que j'ai eues avec lui, il me dit, Douglas, tu te rends pas compte, c'est quoi la vie avec 8, 9 vieilles dames qui savent gérer leur argent, mais là ça s'arrête. Toutes les autres capacités sociales, ils ne l'ont pas. Ils ont toujours des demandes, ils veulent aller au casino, ils veulent aller là-bas, ils veulent aller au restaurant, ils veulent aller faire un trip en Espagne. Il dit que c'était 24 heures de mes jours que j'étais consacré à ces nonnes. J'avais jamais un jour de congé. Ici, c'était 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pratiquement. Levé très très tôt. J'ai quand même bossé pour ces femmes. Moi, je me pose beaucoup de questions par rapport au parquet à Bruges. Je peux que dire que tout ça a été discuté en long et en large pendant le procès et Ronnie Crabbe a été acquitté. C'est ça qui compte finalement. En effet, quand l'histoire éclate en février 1990, c'est en partie parce que Ronnie Crabbe est interpellé à la suite d'une accusation d'une ancienne nonne. Il était soupçonné de faux et usage de faux, d'escroquerie, d'abus de confiance et de coups et blessures délibérés. Il est d'abord condamné en 1995, avant d'être acquitté de tous les faits par la cour d'appel de Gand un an plus tard. Dans un article du journal belge Le Soir en 1996, on peut lire ceci. Selon Ronnie Crabbe, qui aime les métaphores, il aurait été sacrifié comme l'agneau de Dieu après avoir joué pendant des années le rôle du bouclier qui devait cacher au monde extérieur ce que les pauvres clercs des multimillionnaires en réalité mijotaient. Ronnie Crabbe déclare même dans l'article: Ce sont les sœurs qui ont désiré une flottille de voitures de luxe. Ce sont elles qui ont voulu une fermette et ce sont encore elles qui ont décidé de vendre le couvent de Bruges et d'acheter un château à Pessan, dans les Pyrénées. Tout ceci cadré avec leurs ambitions de femmes libérées de la poigne de l'évêque de Bruges. Quand l'affaire a tourné au vinaigre pour les sœurs et que le parquet de Bruges, influencé par l'évêque, a décidé de bloquer l'argent des religieuses, on a simplement voulu me crucifier. Depuis le début de cette histoire, j'étais persuadé que Ronnie Crabbe était un renard. Un filou qui s'était certes occupé des nonnes mais qui avait réussi à les manipuler pour profiter de leur richesse. Mais Douglas et Pascal peignent un tout autre portrait. Celui d'un homme qui s'était presque sacrifié, pour reprendre ces termes, pour aider les nonnes à s'émanciper autant que possible à la fin de leur vie. Donc pas tant un opportuniste que ça. Mais était-ce vrai ? À la fin de l'entretien, Douglas m'a donné le numéro du juge d'instruction Henry Heymans. C'est lui qui avait signé le mandat d'arrêt de Ronnie Crabbe en 1990. On s'est donc donné rendez-vous le lendemain à Gand, dans un café devant la gare. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va ? Ça va ? Vous voulez qu'on se mette là ? Si vous voulez, je calme un peu plus. Ouais, peut-être si on se met tout au fond, c'est peut-être mieux, oui. Je suis donc maintenant magistrat pensionné. Hein. J'ai travaillé 45 ans pour la justice, en fait. Donc, toute cette histoire est double, en fait. Hein. Il y a lui
je le considère toujours comme un escroc, mais pas seulement un escroc, quelqu'un d'agressif aussi, de temps en temps. Mais naturellement, le rôle de l'Église dans toute cette question était assez dubieux aussi. Hein. Parce qu'en fait, les nonnes, le couvent était donc était complètement autonome vis-à-vis des autorités de l'Église, en fait. Hein. Mais toutes ces femmes étaient plus ou moins esclavées par la structure cléricale, parce qu'en fait, ils travaillaient de jour et nuit pour la lessive du clergé, en fait, de toute la Flandre occidentale. Avant son arrivée, c'était un chaos complet au point de vue la gérance de l'argent. Il y a eu beaucoup de donations, c'est vrai. Il y avait énormément d'argent cash, mais ces dames ne savaient pas gérer cet argent. Je me rappelle toujours quand j'ai sonné la première fois à la porte était ouverte, s'est ouverte par une nonne qui était habillée avec un tablier. Et à son ventre, il y avait une poche fort remplie. Je me disais, tiens, qu'est-ce qu'elle tient dans son tablier? Et c'était des paquets d'argent. C'était invraisemblable. Et lui, il est très possible qu'il a ouvert des comptes pour gérer cet argent, etc. Mais il a dépensé énormément d'argent. Hein. Donc c'est lui parce que ces nonnes vivaient très sobrement, hein, très très sobrement. Hein. Donc parce qu'on parle pour l'extérieur, s'il y avait ces nonnes vivaient luxueusement, absolument pas. Hein. Je les ai vus vivre dans leur chambre, etc. C'était très 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 sobre. Et lui a introduit une forme de luxe avec leur propre argent. Donc il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de cash et c'est lui qui a introduit le luxe dans. Et ces nonnes n'avaient aucun sens de la réalité. Lui, ce qu'il va dire, c'est que c'est les nonnes qui avaient ces rêves de luxe et que lui, il les a aidés. Non. Oh non, c'est absolument pas. Absolument pas. Ça, je suis très, très formel. C'est vraiment, ces femmes n'étaient pas de ce monde, ils ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Au moment où je voulais les interroger, ils étaient tous partis à Auch. C'est pour ça que j'étais à Auch, pour les interroger, surtout une de la nonne supérieure. Et au commissariat de police à Auch, je me rappelle très bien, c'était très difficile parce qu'ils étaient surtout, les nonnes étaient gênés, ils étaient fortement gênés de parler. Ils ne parlaient pas, c'était pas facile, mais à un certain moment, j'ai pris le temps de longuement interroger cette nonne. Et à un certain moment, ça, je me rappelle très bien, dans le commissariat de Auch, je commençais à pleurer. Et j'insistais. Et alors, elle a plein de gêne, comme une battled woman. Elle a expliqué qu'elle avait été battue par Krap. Plusieurs fois, elle est tombée par terre. Krap a grimpé sur elle avec son genou sur sa poitrine, etc. Il l'a giflé, etc. Ça, c'est Krap. Et ça, j'ai reconnu tout de suite Krap dans les affaires précédentes, hein, donc aussi. Donc, en fait, ils étaient manipulés et terrorisés. Ils étaient tout le temps manipulés et terrorisés. Oui. Bah oui, pour le mettre sous mandat d'arrêt, en tout cas. Hein. C'est un psychopathe, hein. Donc il n'y a pas moyen de... Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il s'est très, 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 très bien rendu compte que je savais quel personnage il était. En tout cas, avec un psychopathe, ça ne sert à rien de l'interroger. En général, c'est mon expérience en tant que juge d'instruction. Tout document qui vient de Krap c'est manipulé, tout ça est manipulé. Donc, hein. Mais je dis, et alors, il faut bien se rendre compte, dans ma situation personnelle, hein, donc j'ai toujours été anticlérical, hein, donc je suis, hein, parce que là, ça aussi, Krap a probablement aussi essayé à un certain moment de faire croire que je me trouvais du côté des autorités de l'Église. C'est absolument pas le cas, bien au contraire. Très, très triste. L'humiliation, ces femmes ont été humiliées, ils ont été ridiculisés, humiliés,
Crabbe a fait croire tout ça à l'extérieur, ça c'est vrai, mais j'étais absolument pas heureuse. Actuellement, hein, ces femmes-là seraient prises en charge par une institution pour femmes battues. Hein. Ça m'a fort touché, toute cette affaire. C'est pour ça que après 30 ans, je me rappelle encore des détails, parce que j'étais fort scandalisé, et aussi par le fait que le monde extérieur ne se rendait pas compte de ce qui se passait là dans ce couvent. C'était une manipulation de Crabbe, tout simplement, et après, il a fait croire toutes sortes de choses. C'est pas chronologiquement que je parle maintenant, mais donc des années après l'affaire, je l'ai rencontré une fois à Gand. Je voyais à son regard qu'il était fort rancuneux vis-à-vis de moi. Il m'a suivi un petit temps dans la rue, mais sans agression ou sans... Enfin, je me suis pas fait de soucis, hein, mais j'ai vu à son regard qu'il voulait me suivre, mais on s'est perdu de vue alors. Non, on fait ici, à Gand. Après cet entretien, je suis retourné à Bruxelles me poser dans ma chambre d'hôtel. J'étais un peu perturbé. J'avais entendu 2 versions radicalement différentes de cette histoire et de ce personnage. D'un côté, le juge, qui malgré la vérité juridique percevait toujours Ronnie Crabbe comme un escroc, quelqu'un qui a humilié et ridiculisé les nonnes. Et de l'autre, Douglas, qui le voit comme une victime d'un tribunal médiatique et en réalité l'homme qui a aidé à émanciper ces femmes. Laquelle des 2 versions était plus proche de la vérité ? Il est vrai que Douglas a écrit un livre avec Ronnie. Il en tire un bénéfice financier et est en négociation pour une énième revente des droits pour un film. Mais ça reste un journaliste d'investigation réputé, et dont l'employeur est un journal tout aussi réputé. Et de l'autre côté, il y a Henry Heymans, un juge d'instruction qui, je ne pense pas, ait d'intérêt réel à me raconter tout ça. Mais il faut aussi préciser qu'Henry n'a jamais terminé l'affaire. Il a conduit les premières interrogations des nonnes et de Ronnie, ainsi que les perquisitions du couvent et du château, mais ensuite il a été muté ailleurs, à un autre poste. Il n'a donc pas suivi le procès jusqu'à l'acquittement. Il tenait à préciser qu'il n'a que livré sa perception d'une personne selon lui malhonnête, et qu'il reconnaît évidemment la réalité juridique de l'innocence de Ronnie Crabbe. Qui est ce Ronnie Crabbe ? Je ne sais pas. Allô ? Salut Antoine, c'est Douglas. Ça va ? Bien, je viens de voir Ronnie, tu peux l'appeler. Ah, génial. Maître Ronnie, allô ? Oui, bonjour, monsieur Crabbe ? Oui, Oui, bonjour, c'est Anton Stolper à l'appareil. bonjour monsieur, oui. Comment allez-vous ? Ça va. J'ai eu 2 messages en après-midi de Douglas de Koning qui me demandait de le contacter. Il m'a expliqué que vous êtes ici pour très peu de temps, en hôtel à Bruxelles, C'est ça, et que vous avez envie de me parler, voilà. exactement. Oui. Et je suis un peu réservé parce que avec le livre, on a un lien. Depuis le début de cette enquête, j'ai toujours cru que j'avais à peu près 50% de chances de retrouver Ronnie Crabbe et seulement 5% de chances qu'il accepte de me parler. Et par je ne sais quel miracle, les 2 s'étaient produits. Mais c'était forcément un peu trop beau pour être vrai. Ronnie Crabbe avait il y a quelques mois signé un accord d'exclusivité pour les droits à l'histoire de sa vie et de celle des nonnes. Il m'a expliqué que dans les termes du contrat, il ne pouvait pas parler à la presse. Mais il a tout de même accepté de me parler, tant que ce n'était pas enregistré. Voilà. Ça marche, je note ça. Alors, 6h moins le quart, 5h45, gare du Midi. Gare du Midi, demain. Ok, monsieur Crabbe, écoutez, je suis ravi. J'ai hâte de vous rencontrer, de vous voir enfin, et de discuter tout simplement. Oui, à demain, merci, bonsoir. À demain, bonne soirée. À demain, bonne soirée. Yes! Putain! C'était pas très professionnel. Yes! Rendez-vous avec Ronnie Crabbe demain. Ronnie Crabbe se tient devant moi.
Il fait environ 1m70. Il a les épaules légèrement penchées vers l'avant. Il est très bien habillé, très soigné. Il porte un manteau foncé, une chemise et un pull. Il a une petite veste rouge vive que j'aperçois en dessous de son manteau. Sur sa tête, un bonnet bleu foncé. Il a le visage assez fin. Il fait pas du tout ses 67 ans. On a discuté pendant 1h20. Alors je ne peux malheureusement pas vous dire exactement ce qu'il m'a dit, mais il ne m'a rien appris de nouveau. Tout collait à la version que Douglas m'avait racontée et que j'ai ensuite lue dans le livre. C'était à son éloge. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi captivant et charismatique. J'ai commencé la rencontre en me disant que j'allais le vouvoyer, l'appeler Monsieur Crabbe. Je voulais à tout prix garder de la distance. Sauf que je l'ai appelé Ronnie. À la fin de l'entretien, on se tutoyait. C'était presque devenu mon pote. C'est difficile à expliquer, mais son regard passe un peu de droite à gauche quand il vous parle. Et juste quand vous commencez à le chercher, alors il vous regarde droit dans les yeux. Il se place bien sûr en victime, il raconte comment sa vie a été difficile et qu'il souffre encore beaucoup. Est-ce un escroc ? Un manipulateur ? Ou la victime innocente d'un procès médiatique auquel je suis peut-être en train de contribuer ? À vrai dire, je ne sais pas. C'est une question importante sur notre rôle à nous aussi, les journalistes. On s'interroge souvent sur l'impact qu'on a au quotidien, l'influence qu'on peut avoir pendant les élections, par exemple. Mais on ne se pose pas souvent les questions sur notre impact à l'avenir. À l'exception de Douglas, la plupart des journalistes de l'époque se sont tournés vers d'autres histoires. Et Ronnie est resté avec la réputation qu'on lui avait faite à l'époque. Et quelle qu'en soit la réalité. Ces articles avaient façonné comment on se souvenait de l'histoire. Malgré le livre de Douglas qu'elles avaient toutes lu, les copines qui vivent aujourd'hui dans le couvent pensent toujours que c'est un fourbe. Et je pense qu'une partie de ce souvenir est due à la couverture médiatique de l'époque. Il y a eu des dizaines d'articles sur chaque rebondissement et détail de l'affaire, mais seulement un seul, 5 ans plus tard, pour dire que Ronnie avait été acquitté. J'ai commencé cette enquête en me demandant ce que tous les personnages étaient devenus. Que restait-il après 30 ans ? Alors il reste encore quelques objets ici et là. Le château, même s'il a changé un peu depuis. Le couvent, qui lui a beaucoup changé. Et les voitures qui doivent être quelque part dans une collection. Quant aux gens concernés par l'histoire, dans le cas des nonnes, elles sont probablement soit toutes mortes, soit cachées quelque part dans un couvent. Je n'ai pas réussi à les retrouver. Et je ne saurai probablement jamais si elles ont participé au manège ou si elles l'ont subi. Au début, je vous ai parlé de l'évêque de Bruges, celui qui avait essayé d'empêcher la vente du couvent. Il s'appelle Roger van Geleuve, et son rôle, ainsi que celui de l'Église de manière générale, mérite d'être creusé plus profondément. Lui, en tout cas, est aujourd'hui enfermé dans un monastère, quelque part, écarté par les autorités religieuses après avoir reconnu des actes pédophiles. Les habitants de Pessan, eux, ont un souvenir collectif vague de ces étranges religieuses qui étaient venues s'installer là. Pascal rêve encore de son film qu'il n'a jamais fait. Le juge Heymans garde toujours un souvenir très mauvais et une horrible impression de Ronnie Crabbe. Et Douglas a aussi ses souvenirs, ainsi que son livre qu'il a écrit alors qu'il avait mon âge avec Ronnie. Et justement, il reste Ronnie Crabbe. À 67 ans, il maintient qu'il doit continuer à travailler parce qu'il n'a pas de pension, à cause des années qu'il a passées à fuir la Belgique. C'est l'homme qui a passé 30 ans à fuir cette histoire, tout en essayant régulièrement d'en tirer profit. C'est tout le paradoxe de Ronnie Crabbe.
Merci à Anton Stolper et Elisa Grenet pour ce reportage qu'ils signent pour Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens comme les prochains, sont à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.